Bienvenue à tous, vous faites bien de nous rejoindre sur Eden TV. Voici le sommaire. Tournée des députés et cadres politico-administratifs des départements du Mono et du Koufo ce dimanche. Objectif, s'imprégner du déroulement du RAVIP dans leur localité. Jonas Bouti nous livrera les précisions dans ce journal. Ensuite, nous lirons Ma résilience, un ouvrage qui enrichit désormais les rayons des bibliothèques et librairies du Bénin. Œuvre du journaliste tranquillin Arcade Benantin, elle a été lancée, cette œuvre bien évidemment, ce dimanche. Et puis sur le continent africain, plus précisément au Burkina Faso, autrefois païgne des pauvres, le Kokodunga s'impose désormais dans les habitudes vestimentaires à Ouagadougou. Bienvenue à nouveau et merci de nous préférer. Des députés et cadres politico-administratifs, je vous en parlais au sommet, des départements du Mono et du Koufo ont effectué ce dimanche une tournée dans les départements du Koufo pour s'enquérir du déroulement du RAVIP. Parti de la préfecture d'Aplaoué et la délégation a sillonné les 6 communes du Koufo pour terminer par Dogbo. Que peut-on donc retenir de cette tournée effectuée par ces autorités? Suivez ici les explications des députés Gérard Benochi et du préfet du Koufo, Christophe Megbedji. Ils sont tous au micro de Jonas Bouchi. Nous venons de boucler une journée de tournée de supervision du RAVIP dans le département du Koufo. Nous avons sillonné les 6 communes du Koufo où nous bouclons par Dogbo. On a noté un engouement des populations. Ce que nous comprenons, c'est que les populations sont plus en avance que nous, les politiques. Elles comprennent que c'est dans leur intérêt que le gouvernement a initié l'opération RAVIP. Malgré cet engouement des populations et cette sortie massive, par endroits, les agents formulaires ne sont pas à la pointe parce que les populations sont là. Et les agents formulaires et les OP qui n'arrivent pas à atteindre la moyenne qu'on devrait enregistrer par jour. Et nous avons essayé d'échanger avec ces agents-là pour qu'ils voient l'organisation, pour prendre le maximum, aller quelquefois même au-delà de l'heure habituelle à laquelle ils ferment, si déjà ils ont toujours la possibilité de prendre les photos. Nous avons noté aussi à certains endroits que les populations ne sortent plus massivement. Et cela s'explique par le fait que la grande masse est déjà passée et les gens ont des difficultés par rapport aux villages qui sont éloignés au sein des zones, les villages qui sont éloignés du lieu d'enregistrement. C'est possible maintenant de faire la mobilité au sein d'une même zone et de se rapprocher comme ça des villages qui sont trop distants des premiers lieux d'enregistrement pour permettre de prendre le maximum. Partout où nous sommes passés, le constat est que les populations sortent, mais l'affluence dépasse le rythme de travail des opérationnels. Les agents travaillent très bien dans l'ensemble. Par contre, dans d'autres, au niveau de certains centres, ça ne marche pas comme on l'aurait souhaité. Et donc, les raisons sont à rechercher. Au niveau du comité technique de pilotage de l'Agence nationale de traitement, on suit la performance des agents. Et des mesures sont prises pour que ceux qui ont été franchement en deçà de la limite, qui ne peuvent pas continuer, ils seront remplacés simplement pour la performance de l'opération. Soit ces agents ne sont pas bien formés, ou alors il leur manque la maîtrise pour l'instant des kits, des outils qu'ils ont à leur disposition. Il s'est posé aussi le problème de la formation ratée de certains agents formulaires et d'OP-Kits. Nous avons pris bonne note et puis des mesures appropriées seront prises au niveau donc, de la Commission nationale de supervision pour remédier à tous ces dysfonctionnements-là. Je crois que dans l'ensemble c'est bon. Et le déplacement qui est fait aujourd'hui par les députés est à saluer. Et ça relance donc les équipes, ça leur donne des ailes aux pieds. Je suis sûr que quand on va revenir dans un mois, nous n'aurons qu'à applaudir l'effort qui sera fait.
Politique maintenant, le quatrième congrès du Parti du Renouveau démocratique PRD s'est tenu ce week-end au stade Charles de Gaulle de Porte-Novo dans une grande ambiance aux couleurs de l'arc-en-ciel, couleur du Parti PRD, vous le savez. La mobilisation était forte avec la présence effective de plusieurs formations politiques. Bienvenue soutenir Maître Adrien Ongwedji. Le congrès a permis au président de ce Parti PRD de réaffirmer, devrais-je dire, sa volonté de voir le système partisan national réformé. Reportage. Nos congrès, c'est la fête du rassemblement, une grande fête. Et donc, la fête du Parti du Renouveau démocratique à travers l'organisation de ce 4e congrès ordinaire aura été une réussite avec la mobilisation des militants et sympathisants venus de l'ensemble du territoire national. C'est le président du comité d'organisation qui, d'entrée à l'ouverture, a salué tous les militants et les personnalités politiques qui ont massivement répondu à l'appel de Maître Adrien Ongwedji. Place a été ensuite faite aux leaders des formations politiques d'adresser au PRD leur message de soutien. Aujourd'hui, vous vous retrouvez à Porte-Novo pour la tenue à bonne date de votre congrès ordinaire. L'Alliance FDU est heureuse de se retrouver avec vous. Votre parti est resté inébranlable, malgré toutes les tentatives visant à le fragiliser. Aujourd'hui, l'histoire vous donne raison et nous pouvons affirmer sans hésitation que le PRD est un parti de référence. La réforme du système partisan actuel au Bénin est revenue dans maints discours. Nous devons aller vers un militantisme. Et c'est pourquoi je suis heureux, tout le monde est d'accord pour ça. C'est pour cela l'assainissement du système partisan est une priorité. À l'heure de la réflexion en vue des réformes, l'unité dans la diversité partisane devra demeurer notre idéal commun. Ce qui nous unit doit être toujours plus fort que ce qui nous divise. Le coordonnateur national de l'Alliance FCBE, Eugène Azatassou, a eu le courage de placer un message contraire à tous les autres messages. Le représentant du gouvernement à ce congrès du PRD, Maître Joseph Djogbenou, formera le vœu du gouvernement de voir réellement que des blocs politiques se forment pour que notre État soit plus fort. Enfin, la parole a été donnée au président du Parti du Renouveau démocratique PRD de dire de vive voix la position de sa formation politique qui reste et demeure ancrée dans la mouvance présidentielle. Le PRD est un parti qui a connu tous les déboires à cause du système partisan actuel. Un système partisan dans lequel nous ne sommes la plupart du temps que des clubs qui se font et se défont au gré des régimes et au gré des intérêts électoraux, 240 partis politiques. Un système partisan où le retournement de veste et la transhumance ont rang et prérogatives de sports nationaux. Beaucoup d'entre nous se demandent comment bâtir des unions stables, des unions capables de remodeler durablement le paysage politique du Bénin. L'inéquation entre les valeurs que nous prenons et les pratiques qui ont cours dans le pays, pratiques qui nous condamnaient à être d'éternels opposants, nous avons décidé à Ifani, le 22 février 2014, que quels que puissent être les résultats de l'élection présidentielle à venir, le PRD cessera d'être un parti d'opposition et soutiendra résolument le nouveau pouvoir. Et au président Maître Adrien Ongwedji de préciser à propos de sa succession. Oui, le Haut Conseil des sages de notre parti assumera l'intérim à la tête du parti et organisera le congrès qui désignera notre futur président le jour où je m'en irai. Je n'ai pas d'héritier, je n'ai pas de successeur. Je veux seulement vous dire que vous êtes tous mes héritiers, vous êtes tous mes défunts.
Il faut dire que d'importantes résolutions ont été prises au terme de ce 4e congrès du Parti du Renouveau démocratique et un haut conseil des sages du PRD a été constitué avec des membres bien dévoilés aux congressistes. Après la politique, lisons maintenant Ma résilience. C'est le nom du nouveau livre qui enrichit le monde de la littérature béninoise. C'est l'œuvre de Tranquillin Arcade Benantin, journaliste au groupe de presse EdenTV Diaspora FM. Le lancement de l'ouvrage a eu lieu ce dimanche en présence des professionnels des médias et des personnalités politiques de divers horizons. Reportage Fréjus Seulan et Fiacre Voitan. Ma résilience, c'est le nouveau-né de la littérature béninoise qui a rassemblé au Bénin Royal Hotel écrivains, artistes, politiques, journalistes et anonymes ce 3 décembre 2017. Un public venu comme pour lancer sa propre histoire, celle des résilients. L'auteur, le journaliste Tranquillin Arcade Benantin, fait ainsi une entrée remarquable dans le monde du 5e art. C'est d'abord l'éditeur qui reconnaîtra à son œuvre sa qualité. En mai 2017, nous avons reçu le test de Tranquillin et nous vous assurons que des dizaines de manuscrits que nous avons reçus à ce jour, provenant de divers horizons, Togo, Cameroun, Côte d'Ivoire, France, etc., le sien a été le plus surprenant. Et ceci à double titre. D'abord, la forme choisie, l'autobiographie. C'est un genre ou un sous-genre de plus en plus délaissé. La présentation de ce chef-d'œuvre, divisé en 24 chapitres, est ensuite revenue au célèbre prix littéraire du président de la République, Habib Dapogan. Il dévoilera la trame de l'histoire, celle du journaliste Kossi, piqué par le virus de l'immigration et abusé par son entourage. L'histoire d'une résistance à l'impérialisme permanent et impitoyable de la cruauté, de l'animosité ou de la bestialité humaine. Tout ce que je peux vous dire, mesdames, messieurs, c'est qu'après avoir fermé ce livre, j'ai pris froid et j'ai cherché mon téléphone pour demander à Tranquillin. J'espère que ce n'est pas une autobiographie. Depuis Paris en France, la préfacière de Ma résilience, Sophia Donon, a renouvelé son soutien à l'auteur et exprimé son émotion face à une autobiographie, une histoire authentique qui colle à l'actualité, l'immigration. Tranquillin Benantin, après avoir énuméré les facteurs qui favorisent ce phénomène, à savoir la mauvaise gouvernance, le mythe de l'Eldorado, n'a pas frémi pour donner sa position sur cette problématique, tirant leçon de son histoire relatée dans Ma résilience. Pour lui, l'Afrique est le continent de l'avenir. La tentation est vite arrivée. D'accord, on décide d'aller voir de l'autre côté l'Eldorado. Mais j'ai dit dans ce livre que l'Eldorado ne se trouve pas de l'autre côté. C'est chez nous, c'est dans nos villages, c'est dans nos quartiers, c'est dans nos maisons. Le bonheur, pour moi, se trouve partout. Il faut savoir l'extraire. Et c'est l'histoire que j'ai décidé de partager avec nos amis, nos frères, qui ne se laissent pas bercer par tout ce qui vient de loin. Vous savez, parfois ce sont nos propres frères qui nous induisent en erreur. Il fait 5 ans en exil, il fait 10 ans, il rentre avec 5 000 euros en poche. Il a économisé pendant 5 ans, 10 ans, pour venir s'offrir 2 semaines de repos à Cotonou. Et c'est l'occasion pour eux, de vous montrer que ouais, il vit très bien, je suis rentré de Paris, je suis rentré des États-Unis, voilà, tout ça. C'est faux. Donc c'est cette histoire que j'ai voulu mettre à la disposition du public de mon pays et des Africains pour qu'ils comprennent que nous militons pour cette Afrique-là qui gagne avec ses compétences, avec ses fils. Après la phase des débats, la marraine de l'événement, l'honorable députée Claudina Fiavi Prudencio, a emporté le premier exemplaire dédicacé avec la somme inédite de 3 millions de francs CFA à l'issue de la vente à l'américaine. Merci à Tranquillin aussi pour avoir pris son temps pour pouvoir écrire ce livre. J'encourage la jeunesse à continuer. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure, je suis avec la jeunesse. Si vous faites comme Tranquillin, vous me verrez de jour comme de nuit à vos côtés. La résilience, c'est plus que résister, c'est aussi apprendre à vivre, disait Boris Cyrulnik. La résilience, c'est extraire son bonheur de son milieu, nous dit Tranquillin Arcade Benantin.
On parle religion maintenant, après la célébration de la fête du Christ roi qui met un terme à une année liturgique dans l'Église catholique romaine, démarre juste le temps de l'Avent. Pendant 4 semaines, les chrétiens catholiques se préparent spirituellement à célébrer la nativité. Que comprendre du temps de l'Avent dans la liturgie chrétienne? Samson Oké s'est rapproché d'un prêtre catholique qui nous en parle. On l'écoute. L'Avent est un temps prévu par l'Église, proposé pour les fidèles, pour se préparer à vivre l'événement de la nativité. Donc, ce temps-là également ouvre l'année liturgique. Donc, dans l'année liturgique, nous avons les temps forts, en même temps les temps qui préparent. Donc, nous avons l'Avent qui vient avant, donc le temps de Noël. Ensuite, nous avons le temps de Carême, ensuite le temps de Pâques, et l'année continue son cours ponctué par le temps ordinaire. Donc voilà un peu. Donc le temps de l'Avent est un temps fort où le chrétien se prépare et en même temps vit dans l'attente. Donc quelque chose veut arriver, quelque chose veut se passer, un avènement qui est en même temps un événement, donc la nativité. Donc le chrétien, le croyant, le fidèle catholique se prépare sérieusement, spirituellement, refait sa vie pour pouvoir bénéficier des grâces de la nativité. Ce temps nous prépare non seulement à vivre ce qui s'était déjà passé, donc la venue du Christ qui a eu lieu dans le temps et dans l'histoire, l'incarnation. Donc on revit cet événement-là. En même temps, c'est le présent. Le Christ vient et s'offre à chaque homme aujourd'hui. En même temps, le troisième sens, c'est que le chrétien, en vivant le temps de l'Avent, prépare la venue définitive, la venue glorieuse, le retour glorieux du Christ. Donc, c'est ces 3 événements-là qui sont condensés de façon spirituelle. Ce sera l'apothéose dans la nuit de Noël, voilà, où on vit comme si ça se passait maintenant, cette venue-là. Voilà. Nous sommes invités à, je dirais, reconsidérer notre vie, notre marche avec le Seigneur. Ce serait dommage qu'après pareil temps qui doit nous amener normalement à rester dans la droite ligne. Saint Paul dit, mais je cours tout droit vers le but. Passer ce temps, on ne peut pas s'arrêter pour attendre encore que nos temps de l'Avent viennent pour reprendre sa vie authentiquement chrétienne, non, ou bien pour vivre de façon authentique sa foi, non. C'est une continuité, mais ces temps sont là pour attirer avec acuité notre attention sur l'événement qui vient. Dans un tout autre chapitre maintenant, ils sont au total 9 339 boursiers et secourus qui bénéficieront de leurs allocations par système bancaire mis en place par le gouvernement de Patrice Athanase Guillaume Talon. La direction des bourses et secours universitaires DBSU l'a fait savoir ce vendredi à travers l'affichage des listes transmises à la direction du budget du ministère de l'économie et des finances. Aristide Setsi, Denis Maroya pour les précisions. 9 339 étudiants boursiers et secourus des universités publiques du Bénin verront dans les tout prochains jours le virement de leurs allocations dans leurs comptes bancaires respectifs. Il s'agit des étudiants allocataires des universités d'Abomey-Calavi, de Parakou, de l'Université nationale d'agriculture de Porto Novo et de l'Université nationale des sciences technologiques, ingénierie et mathématiques d'Abomey. La liste d'allocataires transmise par la direction des bourses et secours universitaires au ministère de l'économie et des finances est définitivement affichée dans la soirée de ce vendredi 1er décembre 2017. Pour Moïse Agbodandé, directeur des bourses et secours universitaires, c'est une première dans la vie de son institution. 9 339, c'est du jamais vu dans l'histoire de la direction des bourses et secours universitaires et c'est pourquoi nous avons choisi avec les responsables d'étudiants, notamment les responsables de l'UNEB et ceux de la FNEB, de marquer l'événement.
Satisfait du travail abattu par le directeur des bourses et secours universitaires et toute son équipe, les responsables étudiants de l'Union nationale des étudiants du Bénin UNEB et de la Fédération nationale des étudiants du Bénin FNEB invitent les autorités à divers niveaux à garder le cap pour une meilleure condition de vie des étudiants. Nous avons les idées, nous avons des propositions à faire à nos autorités à divers niveaux. Nous sommes les sachants de la maison. Nous savons de quoi nous avons besoin. Nous savons de quoi l'étudiant béninois a besoin pour survivre. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, c'est une innovation, comme vient de le dire monsieur le directeur de la DBSU. C'est un travail de dur labeur. Chose promise, chose due. Parce qu'il a promis avant mi-décembre qu'il y aura un affichage de près de 10 000. Non. Et aujourd'hui, nous sommes au 1er décembre. Nous sommes en train de constater qu'il y a déjà eu affichage. Mais, on dit, tant qu'il y a fait, rien n'est fait. Ça dit, il ne suffit pas d'afficher. Mais le paiement, c'est ça le plus important. Le directeur des bourses et secours universitaires revient ici sur les différentes phases pour l'octroi des allocations universitaires. La phase administrative est définitivement bouclée avec la transmission des États, des allocataires au ministère de l'économie et des finances, plus précisément à la direction générale du budget. Dès que les listes sont transmises, la phase financière est enclenchée. Elle passe par la direction générale du Trésor et de la comptabilité publique pour s'arrêter au niveau des banques qui procèdent au virement des allocations au profit des étudiants. La réforme du paiement mensuel des allocations universitaires est entrée dans sa phase active en République du Bénin. Il faut rappeler que cette mesure fait partie du paquet de réformes initié par le gouvernement en vue de créer des conditions d'études favorables aux étudiants. L'actualité s'ouvre maintenant sur le continent africain. Nous sommes au Nigeria. En images, un double attentat suicide dans un marché samedi dans le nord-est du Nigeria a fait au moins 13 morts selon la police, 18 selon une source locale et une cinquantaine de blessés. Ce double attentat provoqué par 2 femmes kamikazes a eu lieu dans le marché de Biou. Nous sommes à 185 km au sud de Maïdougouri, dans la capitale de l'état de Borno, à proximité d'une gare routière vers 11h30 ce samedi, période de grande affluence. Ces 8 dernières années, eh bien, la grande ville de Biou a été la cible récurrente d'attentats et d'attaques de la faction de Boko Haram dirigée par Boubacar Shekau. En août 2015 déjà, on se rappelle, un attentat suicide avait fait au moins 50 morts et plus de 50 blessés dans le marché d'un village proche. Restons toujours sur le continent africain, cette fois-ci au Burkina Faso. Le retour en grâce du pain de la rue au Burkina Faso. Autrefois, pain des pauvres avec des couleurs douces et pastel. Le Coco-Dunga fait désormais fureur dans les rues ouagalaises, comme sur les podiums des défilés de mode. Reportage. Ce pagne coloré a longtemps été surnommé « Ton mari ne travaille pas » ou « Cache ta honte ». Originaire de Bobo Dioulasso, la deuxième ville du Burkina Faso, ce pagne bon marché a la réputation d'être le pagne des pauvres. Mais le styliste Bazamsé a lancé une ligne de vêtements pour le moderniser. Il l'a rebaptisé Coco-Dunda en hommage au quartier où il est traditionnellement fabriqué. J'ai voulu travailler moi-même mes couleurs, travailler d'autres facettes du Coco-Dunda parce que pour les gens, ils avaient une seule couleur dans la tête, c'était le vert et le violet, que tout le monde connaissait à l'époque. Et moi, depuis lors, j'ai lancé ma première collection dans mon défilé privé et ça a pris comme un vent qui passait. Parce que pour moi, je ne m'attendais pas à ce succès du Coco-Dunda. Nouveau symbole du glamour au Burkina Faso, le succès du Coco-Dunda n'a pas tardé. De la première dame du pays à Miss Burkina, le pagne fait désormais partie de toutes les garde-robes et s'invite sur les podiums des défilés de mode. C'est un pagne traditionnel ici, qui était avant considéré comme un pagne pour les femmes démunies. Mais maintenant, grâce à Bazemsé, le pagne est très à la mode et ça représente la beauté de la femme africaine en général. Un succès qui n'est pas réservé à la gente féminine. Le président du Burkina,
Roch-Marc Christian Caboret le porte également lors d'événements officiels ainsi que ses ministres. Une nouvelle mode que certains expliquent par le renouveau d'un sentiment patriotique depuis l'insurrection populaire en 2015. Les Burkinabés aiment de plus en plus leur culture. Il y a un patriotisme récent qui est né et qui fait qu'il y a un retour aux sources. Voilà, donc je crois que la promotion vraiment est bienvenue. Voilà, ça coïncide vraiment avec l'engouement du pays entier pour sa nation. Unisexe et pour tous les âges, le Koukoudunda a tous les atouts pour séduire un large public, et même au-delà des frontières du Burkina Faso, comme l'espère Bazam C. Et c'est sur ce sujet que nous mettons un terme à ce journal. Merci de prendre du plaisir à nous suivre. À très vite.